Bernard Guillemot. Donc, au niveau des associations de protection de la nature qui travaillent sur la Loire, que ce soit à l'amont ou à l'aval, donc aujourd'hui c'est Estelle Lemoine-Molny qui devait présenter ceci. Elle est coordinatrice Loire Vivante pour coordinatrice des différentes associations qui y travaillent. Dans ces associations, on trouve donc la sauvegarde de l'Anjou, qui travaille particulièrement sur le programme amont, la LPO 44 et 49, qui travaillent et à l'amont et à l'aval, surtout 49 sur l'amont, et puis Bretagne Vivante, Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne. Et nous, notre intervention, même si le territoire de Bretagne Vivante s'arrête au département, on travaille surtout, on a beaucoup travaillé sur l'estuaire et la partie Nantes et aval de Nantes. Donc, voilà. Déjà, pour parler, Monsieur Chalut a surtout beaucoup parlé de la partie aval de l'estuaire. Donc là, je vais faire deux parties. Une partie amont, une partie aval. Je dirais déjà d'emblée dans la partie aval, ce qui est important au niveau du fonctionnement écologique, c'est non seulement la Loire, mais c'est tout le complexe écologique qui concerne Grandlieu, la Brière, et entre les deux, la vallée de la Loire. Et quand je dis la vallée de la Loire, c'est le fleuve plus les prairies, tout ce qui est autour de la Loire, les prairies, les marais, ce qui s'y trouve. Donc là, maintenant, si on peut parler du rééquilibrage du lit de la Loire en amont, donc on va, voilà. Donc on peut passer en amont de l'agglomération nantaise. Alors c'est pas restauration, c'est rééquilibrage. Je ne sais pas si le terme est plus... Bon, rappel des aménagements, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure sur les objectifs de l'aval, mais il y a eu le creusement dit du bassin de marée. Alors pourquoi bassin de marée en amont de Nantes? Ça fait quand même loin de la mer. Bon, c'était des aménagements qui ont été faits au début du 20e. J'étais 1900 et quelques, mais c'est au début du 20e siècle, de façon à amener la marée jusqu'à Nantes. C'est un aménagement. Donc, ces conséquences. Et puis, pour la navigation, là, qui existait déjà avant, c'était la navigation sur la Loire, la batellerie, la chenalisation du lit, donc les épis qui contraignaient le lit mineur dans une zone, dans un corset très étroit, hein, donc, et la fermeture des bras. On peut passer à la... Donc, ces aménagements qui étaient efficaces pour la navigation se sont révélés quand même avoir quelques inconvénients. C'est la poursuite de l'incision du lit et de la déconnexion des milieux latéraux. L'incision, c'est-à-dire le niveau du fleuve a baissé de plus en plus. Un déficit très important du lit en matériaux. Alors, il ne faut pas oublier non plus, jusqu'aux années 80, les prélèvements de matériaux en Loire qui se sont produits. Le sable qu'aujourd'hui on va chercher en mer, on le prenait dans la Loire, encore plus proche. Et ça s'est arrêté au début 84, oui. Début des années 80, je n'ai jamais les mémoires exactes, 84. Donc des apports insuffisants du sable depuis l'amont et une pente hydraulique, donc la pente du fleuve trop forte et ne permettant pas le dépôt de sédiments. Donc une érosion continue. On peut passer. La stratégie développée, là je pense que VNF la connaît beaucoup mieux que moi, mais bon, rééquilibrage du lit par une action structurante en aval pour réduire la pente de la ligne d'eau, donc la création de seuil en fait, hein. Grossièrement, c'est celle-ci. Des actions pour lutter contre l'incision, là c'est par secteur, on les verra peut-être un peu plus loin. Des actions d'élargissement du lit, donc les épis avaient pour effet de réduire la largeur du lit. Là, on revient à un lit beaucoup plus en phase avec le fonctionnement qu'on pourrait dire naturel, entre guillemets, mais un fonctionnement, disons, au moins plus naturel. Un phasage des actions,
donc pour limiter les pertes de sédiments. Alors, amélioration des fonctionnalités écologiques du fleuve, redynamisation du lit mineur et des fonctions biologiques associées. Là, je pense que derrière cette phrase, c'est effectivement le fleuve s'étant abaissé, tout ce qui considère les fameuses boires, les bras morts, enfin bras morts, bras plus ou moins morts ou plus ou moins actifs, qui sont devenus effectivement de véritables bras morts, étaient quand même beaucoup plus vivants quand le fleuve était plus haut et que ces boires étaient plus souvent en eau, avec donc des liens écologiques entre le fleuve et les boires. Et des actions à développer, bon, restauration des annexes fluviales, puisque effectivement, maintenant, ces annexes qui ne servaient plus à rien, qui n'entraient plus dans le fonctionnement du fleuve, ont souvent été aménagées, ou plus ou moins bien. Donc voilà le détail du programme. C'est peut-être... oui, je pense. Hein. Je peux peut-être intervenir pour prendre un petit peu la main. Donc les actions, donc on l'a dit tout à l'heure, donc on est sur un lit qui continue encore à s'inciser. Donc les moteurs de l'incision du lit, c'est quoi? C'est sa pente. Donc, la pente, c'est ce qui génère les vitesses. Les vitesses font que le sable ne peut pas rester dans le lit. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir agir en aval du secteur amont, voilà, donc à l'amont immédiat de Nantes, pour intervenir sur la pente du lit du fleuve. Donc en créant un aménagement à Bellevue qui aura cette influence. Donc c'est une condition aval qui limite la pente et donc les vitesses du courant. Donc ça, je dirais que c'est une des premières actions structurantes du programme. Alors ensuite, on a identifié des secteurs où l'incision elle va se poursuivre et de façon relativement importante. Donc là, il y a des actions à mener de raccourcissement d'épis, d'ouverture de bras. Donc on est dans le secteur autour d'Ancenis. Donc là, quand on raccourcit les épis, qu'est-ce qu'on fait? D'une part, on libère des matériaux qui peuvent se stocker à nouveau dans le fleuve. Aussi, on augmente le chemin hydraulique en fait, et donc on diminue aussi la pente. Donc voilà, on joue sur les deux aspects. Alors ensuite, ce qui est important, c'est que on a identifié qu'on avait des stocks de matériaux stockés dans le lit. Donc ces stocks de matériaux, ils sont justement emprisonnés dans le système d'épis. Donc il y a principalement deux secteurs qui ont été identifiés. Donc on les voit là, c'est raccourcissement de 2 grands bancs. Donc c'est un secteur au niveau de l'île Bridon, du côté de Houdon ou à l'amont du pont de Mauve. Et donc là, on a des stocks qu'on a qualifiés de stratégiques de sédiments. Et donc ces stocks-là, il est important de les libérer une fois qu'on a l'aménagement de Bellevue qui est en place, parce que l'objectif, c'est pas que ce sable il file chez nos collègues du port et qu'ils aient besoin de le draguer, c'est qu'on puisse le garder le plus longtemps possible dans notre secteur amont. Voilà. Alors ensuite, après, on a quelques mesures sur la partie plus amont, donc au-delà de Montjean-sur-Loire. Alors pourquoi on a peu d'action? C'est qu'en fait, sur ce secteur-là, VNF, dans le cadre du plan Loire 3, a déjà réalisé une opération expérimentale de remodelage d'épis. Donc là, on a déjà fait des choses qu'on prévoit de reproduire sur des secteurs plus à l'aval. Voilà. Et donc là, les actions qui restent à conduire, c'est plus des actions de reconnexion de grands bras secondaires. Et donc là, c'est plus des actions de recalibrage de chevrettes. Donc c'est des épis qui ferment les bras secondaires pour permettre une alimentation en eau de ces bras dans des périodes plus importantes. Voilà. Alors, je parlais de l'aménagement de Bellevue. Donc là, ici, l'objectif, c'est de créer une perte de charge. Donc une perte de charge, c'est un terme hydraulique. Bon, le but, donc, c'est de créer une marche dans le fleuve. Cette marche, elle a été dimensionnée à 1 mètre pour avoir un effet significatif sur la pente du fleuve. Donc pour créer une perte de charge, qu'est-ce qu'on fait? On doit créer une contrainte. Cette contrainte, elle doit se faire par un resserrement du lit. Donc c'est un peu le principe des épis. Mais il faut que ça se fasse sur une longueur suffisante pour que l'effet recherché soit effectivement là. Donc là, le principe de l'aménagement qui a été étudié, c'est... alors, on doit voir, si vous passez le diaporama, il y a peut-être d'autres illustrations. Donc ça, c'est le secteur... donc ça, c'est le secteur de Bellevue. Donc ça, c'est l'amont du pont de Bellevue. C'est la rocade est de Nantes. Donc l'aménagement projeté, il se situe à l'amont. Donc c'est quand même un secteur un peu emblématique, hein, le secteur de Bellevue, parce que
Donc on parle beaucoup de déroquetage dans ce secteur-là. Donc ce qui s'est fait dans les années 80, c'est qu'en fait il y avait à l'amont la création du bassin de marée. On commençait à avoir des problèmes on avait un niveau à l'aval de ce secteur-là qui était assez bas, à l'amont assez bas, et donc ça devenait un point dur. On parle de déroquetage, mais en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est qu'on a déplacé le chenal de navigation. On a un secteur avec des rochers, sur lequel passait initialement le bras navigable, et on avait en partie sud du sable. Et donc on a démonté les épis pour décaler le chenal, et en fin de compte, après, comme c'était du sable, c'était érodable. Et donc finalement, le déroquetage de Bellevue, c'est surtout le déplacement d'épis qui font que le lit s'est ensuite naturellement enfoncé, quoi. Voilà. Donc faisabilité favorable. Donc l'aménagement qui a été étudié, c'est un aménagement qui doit satisfaire de différents usages. Donc il y a un usage navigation. Il doit aussi être transparent vis-à-vis du franchissement piscicole. Donc on est quand même dans un secteur important vis-à-vis des civelles. Voilà, donc espèces qui migrent dans le secteur. Et il y a aussi la question des crues. Il ne faut pas que cet aménagement ait d'impact sur les événements. Les événements de crue. Voilà. Donc ensuite, c'est quand même un aménagement qui est relativement compliqué parce que un petit peu expérimental. On n'a pas forcément beaucoup d'expérience au niveau européen sur ce type d'aménagement. Donc ça nécessite un temps d'étude important, de bien modéliser les choses et pourquoi pas avoir recours à un modèle physique pour voir vers quoi on va. Et ensuite, en lien avec ce projet, il y a aussi des opportunités d'intégrer des reconnexions de bras secondaires qui aujourd'hui sont, on va dire, ont des fonctions relativement dégradées. Pour ceux qui connaissent le bras de Thouareg, il est quand même très végétalisé, il y a peu d'eau, etc. Voilà. Je pense qu'on peut passer. Alors, le programme qui a été étudié, en fait, ce programme, il découle d'une évaluation de l'évolution du lit de façon tendancielle à 40 ans. Donc ce programme, il a vocation à répondre favorablement à une dégradation du fleuve qui perdure sans intervention. Donc ce programme qui a été testé, il a, on va dire, une réponse durable, c'est-à-dire qu'au-delà de 40 ans, les gains qu'on observe, ils restent effectivement, ils perdurent. Donc on a une efficacité aussi sur la remontée de la ligne d'eau. Donc voilà, il y a deux aspects. Donc c'est le réengravement du fond, mais c'est aussi la remontée de la ligne d'eau. Donc on voit bien, hein, plus 70 cm, c'est quand on est directement à l'amont immédiat de Bellevue. Forcément, l'aménagement fait qu'on a un effet bénéfique important. Ensuite, on a mis en avant aussi un gain marqué sur la dynamisation du lit mineur. Donc là, le fait de remettre des surfaces en eau, c'est aussi intéressant d'un point de vue biodiversité. Voilà, donc c'est ce qu'on met en avant. Les plus 745 hectares, c'est des secteurs qui aujourd'hui à l'étiage ne sont pas en eau, mais qui le seront après la mise en œuvre de ce projet. Voilà, donc ensuite il y a quand même des éléments favorables pour la mise en œuvre opérationnelle de ce projet. Donc c'est l'impact limité sur le risque de crue. C'est le fait que le bief reste navigable. Alors la navigation sur l'amont, c'est pas du tout la même navigation que sur l'aval. Hein. C'est une navigation où les bateaux doivent quand même être adaptés à une navigation fluviale un peu particulière, avec des tirants d'eau qui sont faibles l'été, de l'ordre du mètre. Et ensuite, on a quand même un secteur où on a beaucoup d'ouvrages, des ponts, qui comprennent aussi les tirants d'air. Donc voilà, quand on a de l'eau, on n'a pas forcément des tirants d'air qui sont bons. Donc après, pour les activités commerciales, c'est compliqué. Voilà, et ensuite il y avait une question importante qui est l'enjeu migration des grands migrateurs, saumons, civelles, etc. Voilà. Donc ça continue. C'est la dernière diapo, je ne sais pas trop où on en est. Vous l'aurez compris, c'est pas ma présentation. Hein. Non, mais vous êtes très bien là. Ok, donc alors le programme qui a été étudié, donc ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que ce programme, il a été étudié par le GIP Loire Estuaire entre 2011 et 2013. Donc ensuite, ce programme, il se met en œuvre dans le cadre de différents plans Loire, et les programmations plans Loire, c'est des programmations de 7 ans. Donc aujourd'hui, le programme qui a été étudié par le GIP, il a été construit pour une programmation sur 14 ans qui correspondrait à 2 plans Loire, donc, avec une estimation globale du projet à 63 millions d'euros.
Une première partie portée par VNF, voilà, sur la période 2014-2023, avec les 4 opérations, dont certaines, vous allez reconnaître les opérations qu'on a citées tout à l'heure, Bellevue, de la suppression d'épis du côté d'Ancenis, l'adaptation des seuils du Frêne. Est-ce que je dois en dire 2 mots? Je ne sais pas. Les seuils du Frêne, c'est une première expérimentation qui avait été mise en œuvre dans le cadre du plan Loire 2 en 2002-2003 par VNF, opération expérimentale, qui aujourd'hui montre ses limites et un peu dégradé. Donc c'est l'occasion, ce programme, c'est l'occasion aussi de remettre, de se reposer la question de cet aménagement. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'un assistant à maître d'ouvrage retenu. Enfin voilà, après vous pouvez lire, je ne ferai pas mieux. Et un cadre scientifique à mettre en place pour accompagner le programme, parce que c'est effectivement, il y a un certain nombre d'actions, il y a des actions qui sont des actions un petit peu nouvelles, qu'on peut qualifier d'expérimentales. Donc il faut aussi en mesurer les effets tout au long du projet. On est sur un projet long, on a aussi des données qui peuvent évoluer, donc on a des outils. Ce qui est intéressant, c'est aussi de remobiliser ces outils de modélisation avec les nouvelles données sur le transport solide, sur les effets du changement climatique, que sais-je, pour voir comment notre programme il sera effectivement robuste à 40 ans, quoi. Voilà. Bon, j'ai fini. J'espère que j'ai été clair. Merci beaucoup pour cette présentation du programme Amont. Monsieur Guillemot, vous avez la parole maintenant pour l'aval, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, Monsieur Pichon. Merci beaucoup. Merci. Donc, alors, sur l'aval, là, vous n'aurez pas de diapositive. On va en parler en direct. Bon, déjà, très rapidement, hein, les aménagements de l'aval se sont faits essentiellement, je ne vais pas parler il y a eu quelques autres aménagements pour l'agriculture haute, mais je vais surtout parler des aménagements pour la navigation, puisque ça a quand même été les plus importantes. Donc, les premiers aménagements, ça a été ce qu'on a appelé la canalisation, la chenalisation entre Nantes et le Pèlerin. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Loire canalisée, pour pouvoir remonter les bateaux. Après cette canalisation, on s'est posé la question sur la partie aval. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on a trouvé 2 écoles. Une école menée par l'ingénieur Le Chalas, qui était plutôt un aménagement sur le fleuve lui-même, et puis une autre école qui était un aménagement à côté du fleuve. C'est le canal de la Martinière, que tout le monde connaît, je suppose. Donc le choix s'est bien porté très rapidement, parce qu'il faut reconnaître que les élus étaient majoritairement pour le canal de la Martinière, donc le choix s'est fait en fonction des élus, c'est fait sur le canal de la Martinière. Là, je dois avouer, pour l'environnement, ça aurait été effectivement, si ça avait marché, très bien. On aurait eu le canal pour la navigation, la Loire en tant que fleuve naturel, je m'en serais très bien porté. Mauvaise pioche, à peine était-il fini, ce canal qui s'est révélé trop petit, quoi. Donc, il fallait dire, est-ce qu'on l'agrandissait ou est-ce qu'on passait à autre chose? Et là, on est revenu effectivement aux opérations qui étaient prônées par M. Léchalas 30 ans avant, à peu près. Et on a donc fait un espèce d'entonnoir pour faire remonter la marée très haut jusqu'à Nantes. D'où effectivement ce fameux bassin de marée ou bassin de flot de Bellevue, et puis d'autres aménagements qui ont été faits. Il y a 1 ou 2 autres bassins. Ça a effectivement très bien fonctionné sur le plan de la navigation. Ça présentait quand même quelques inconvénients, hein. On a vu quand même quelques effets secondaires, comme disent les médecins quand ils parlent de remèdes. Bon, le premier, c'était, puisqu'on remontait la marée, on a donc remonté aussi le bouchon vaseux. Ça, c'était clair, c'est très net. Le bouchon vaseux est remonté. Il y a une remontée du front de salinité. Donc, et c'est bien pour ça qu'on a dû déplacer la prise d'eau de Nantes au-delà de Mauves, par là. Alors qu'elle était du côté de Roche-Maurice auparavant. Je ne sais pas exactement. Non, c'était pas Roche-Maurice, c'était La Roche, oui. C'est ça. Je confonds les 2 roches.
C'est donc le front de Une remontée plus anecdotique, mais quand même intéressante, c'est la remontée de l'habitat de l'Angélique des estuaires. Donc si vous promenez sur les berges de Loire, entre Couëron et Nantes, vous verrez à beaucoup d'endroits des arrêtés de biotope pour protéger l'Angélique des estuaires, qui est une ombellifère. Et cette ombellifère a la particularité, son habitat, c'est pratiquement la partie amont du front de salinité d'un fleuve, d'un estuaire, pratiquement. Et donc, jusqu'au début de ce siècle, jusqu'aux années 50-60, pratiquement, la limite, c'était pratiquement Cordemais le pèlerin, quoi. Et maintenant, elle est rendue, elle s'étale entre le pèlerin et l'amont de Nantes, pratiquement. Donc vous voyez la protection, d'où chaque fois qu'il y a des travaux sur les berges de Loire à Nantes, il faut tenir compte de l'espèce protégée qui est l'Angélique des estuaires. Et puis, ce qui était très visible, c'était la dégradation des quais. Donc, on a donc... alors, c'était une période, effectivement, dans les années 70-80, de dialogue un peu difficile entre je dirais, les aménageurs et, pas le terme d'environnementaliste, mais plutôt le terme de protecteur de la nature, quoi, tel qu'on se présentait. C'était un débat un peu difficile, mais là, on a dit quand même, hein, au bout d'un moment, il faut quand même se mettre autour d'une table et discuter. Et pour discuter, par contre, on a besoin de bases solides. Et c'est ces bases solides qu'on ait au moins, même si on n'est pas d'accord sur tout, mais au moins qu'on ait des éléments. La Loire se dégrade. Quel est ce niveau de dégradation? Quel est-il? Qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, on ne reviendra pas à la Loire du 19e siècle. C'est une chose de sûre, c'est celle-là. De toute façon, l'évolution, elle se fait toujours dans un sens et jamais... il n'y a pas de retour à l'évolution. C'est toujours de l'irréversible, hein, ou quasiment irréversible. À part, donc, et là, c'est mis en place ce qu'on a appelé, mais je crois que Martin Seber le connaît beaucoup mieux que moi, ce qui a été appelé, si je me souviens bien, la cellule de mesure. Cellule de mesure qui était de faire des mesures sur la Loire et de s'entendre sur véritablement un état des lieux. Et à partir de cet état des lieux, dire, voilà, on va pouvoir débattre. Et donc c'est cette cellule de mesure qui s'est transformée ensuite et qui est devenue le GIP Loire-Estuaire et qui a donc fait des programmes. C'est à partir de ce GIP que aussi les programmes de restauration, alors là j'emploie le terme de restauration, j'en vais peut-être de restauration, il y a quand même eu face à ces dégradations, différentes études. Alors, une première étude, c'était un barrage de déconnexion qui aurait été placé quelque part, je ne sais pas où, enfin, quelque part entre Couëron et Nantes, quoi. Ou entre le Pèlerin et Nantes, quoi. C'est un barrage de déconnexion. Bon, il a fallu effectivement faire quelques études pour s'apercevoir que c'était cher, que l'efficacité n'était pas garantie. Et puis, il faut le reconnaître, les barrages d'estuaires, au point de vue environnement, c'est vraiment ce qu'il y a de plus mauvais, puisque un estuaire, c'est le lieu de rencontre de deux milieux, et c'est toujours dans les lieux de rencontre de deux milieux qu'on a les plus fortes fonctionnalités, les plus fortes productivités. Là, les deux milieux, c'est l'eau douce et l'eau de mer. Si on les sépare... Les barrages d'estuaires, à chaque fois, c'est des modifications très profondes des fonctionnements. Alors, effectivement, il y a barrage et barrages. Il y a des barrages qui sont totalement étanches, pratiquement celui-ci, qui a été proposé. D'autres, ou comme le barrage d'Arzal, et dont on connaît les effets, et d'autres, effectivement, qui sont plus ou moins étanches, parce qu'ils sont ouverts. C'est ce que font un peu les Hollandais dans leur domaine, hein, en les ouvrant régulièrement. Donc... Une deuxième mesure, puisque cette remontée se fait, puisque le flot, et c'est vrai qu'il y a une conséquence que je n'ai pas dit, c'est
l'accroissement de la dissymétrie du flot. C'est-à-dire de la dissymétrie du flot et du gisant. On a 12 heures pour la marée montante et la marée descendante, à quelques minutes près, 12h25, bon, mais donc on a 12 heures, et on constate que le flot prend à peu près 4 heures, et le gisant 8 heures. Donc on voit bien que quelque part, s'il y a des choses qui doivent s'accumuler, les sédiments qui nous viennent de mer, parce qu'il y a beaucoup de sédiments dans l'estuaire qui nous viennent du large. Il n'y a pas que les sédiments qui viennent de l'amont. Les sédiments qui viennent du large, ils sont transportés avec le flot, ils ne sont pas repris avec le gisant, qui est pratiquement 2 fois moins vite. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on avait pratiquement, au début du siècle, la moitié, le marnage à Nantes était pratiquement la moitié de celui de Saint-Nazaire. Aujourd'hui, il dépasse celui de Saint-Nazaire. Pas de beaucoup, mais il le dépasse un petit peu. Ce qui est normal, puisque n'étant pas freiné et ayant un convergent, la vague qui se propage augmente effectivement au fur et à mesure. La seule façon de la limiter, c'est la pente, et c'est le freinage sur les rives. Le freinage, il était pratiqué par les bras des îles, par les bras qui ont été rescindés. Alors, une autre idée, une deuxième idée, c'est réouvrir les bras morts qui sont pratiquement tous maintenant ou qui n'existent plus. Les îles entre Nantes et Saint-Nazaire ont encore le nom d'île, mais ce ne sont plus des îles. Que ce soit l'île Pipi, l'île Chevalier. Réouverture des bras morts. Et là, les études du GIP ont montré que c'était effectivement quelque chose de très lourd, très onéreux. C'était une tentative de retour en arrière, mais dont l'efficacité n'était absolument pas garantie. On aurait pu obtenir quelque chose. Alors, il y a eu un autre projet, c'est celui de restauration de vasières latérales. Restauration de vasières latérales. Et là, on s'aperçoit qu'il faudrait effectivement réouvrir les vasières sur à peu près, pour avoir un effet significatif, entre 300 et 400 hectares, quoi. On donne le chiffre de 350, mais bon, compte tenu de la précision de ce qu'on peut faire sur un modèle, j'aurais tendance à dire, mettons 300, 400, quoi. C'est des projets qui aujourd'hui sont plutôt, un projet qui aujourd'hui est plutôt au point mort. On l'a vu, nos élus, ils ne seraient peut-être pas contents que je dise ça, mais je les trouve un peu timorés. Alors c'est vrai qu'il a un coût. Le résultat n'est absolument pas garanti. On est dans un domaine où... Mais bon, il y avait un premier projet qui était de faire une centaine d'hectares qui était quand même à coût modéré et qui aurait permis de voir où on allait. Et là, on ne l'a pas fait. Et c'est vrai que si on ne fait rien, on ne saura pas. Si on ne fait rien, si on ne fait pas d'expérimentation, on ne saura jamais. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur ce sujet-là au point mort. Donc, alors, bon, le débat aujourd'hui, qu'est-ce qu'il porte? C'est le projet de restauration de vasières. On a aussi un projet, une île qui n'est plus une île, c'est l'île du Carnet. Donc là, on a des projets et on travaille en concertation avec le port. Là, on pense qu'on va trouver un modus vivendi, n'est-ce pas? Oui, on a longtemps... On a eu de grands soucis, puisque ces dernières années, on a vu des aménagements qui arrivaient sur le Carnet, alors qu'on disait qu'il faut qu'on ait un aménagement global sur ce Carnet, qu'on sache ce qu'on va faire. Et puis on voyait arriver des aménagements comme le port à sec, comme l'éolienne, pourquoi pas? Mais en l'absence de projet, est-ce qu'ils ne vont pas obérer complètement le projet plus tard et imposer, faut-il les mettre là ou ailleurs? Bon, aujourd'hui, on a défini quand même autour de 120 hectares, je crois, d'aménagés, et puis à peu près 150, 180 qui pourraient servir et qui pourraient être aménagés pour des milieux plus naturels. Et puis, alors un autre projet, effectivement, dans le plan stratégique du port, et c'est le projet qui nous bloque sur le pacte, puisque M. Chalut a parlé du pacte estuaire, et pourquoi on ne le signe pas? Effectivement, parce que signer le pacte tel qu'il existe aujourd'hui,
c'est donner pratiquement un blanc-seing à l'aménagement de la tourbière de la vasière de Méan. Or, pour nous, il y a quand même 3 vasières importantes qui se trouvent à la jonction du fleuve et de la mer. Ce sont qui ont des fonctionnalités très spécifiques. C'est Bilot, c'est Dongeste et c'est Méan. Alors, on n'est pas... on a quand même... On ne se sent pas très, très à l'aise là-dessus. Et puis, plus près de nous, on va revenir sur la métropole. Et là, des sujets beaucoup plus... surtout pas anodins, mais intéressants et qui, je crois, pourraient entraîner l'adhésion. C'est que si on se promène dans la métropole sur les berges de Loire, on est quand même... on a des zones relativement intéressantes, des zones bien aménagées pour la promenade, puis d'autres zones qui sont où c'est quasiment les voies sur berge pour la voiture, mais on voit des aménagements qui se font au coup par coup. Il y a de très beaux aménagements, comme ceux qu'a Mitterrand, par exemple. Il y a des zones où on pourrait effectivement faire des aménagements pour le public, mais préserver une part de nature. Je pense à l'île Beaulieu, l'amont de l'île Beaulieu du côté du conseil régional, par là. Il y a de quoi, il y a des choses à faire. Il y a encore de la nature, il y a des sentiers, c'est très agréable. Et ça donnerait quand même du cachet à la ville. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tous ces aménagements se font au coup par coup. Tiens, j'ai quelque chose à faire sur ces 50 mètres, j'ai quelque chose à faire sur l'île de Nantes, et je le fais. On aimerait ce serait bien qu'il y ait quand même un plan global d'aménagement de ces berges. Donc on va limiter les questions à 2. Alors la première, c'est une question qui nous a été transmise, et selon la règle, quand on nous transmet une question, on la répercute. Et c'est, d'après vous, qu'est-ce qu'un espace naturel ? Et je pose tout de suite la deuxième. C'est, est-ce que vous estimez qu'il faut encore renforcer les mesures environnementales existantes ? D'accord. Donc, je vais essayer de répondre à la première. Qu'est-ce que c'est qu'un espace naturel ? Très difficile de parler d'espace naturel, sachant que depuis le néolithique, c'est-à-dire l'agriculture, on a quand même beaucoup modifié la nature. Ceci dit, est-ce que le blaireau qui creuse un terrier, son terrier est-il un espace naturel ? Le castor qui construit un barrage et qui modifie donc un cours, est-il aussi un espace naturel ? Je dirais oui. Et l'homme, effectivement, peut modifier la nature, à mon sens, et ça peut rester des espaces naturels à condition qu'il y ait des fonctionnalités qui ne soient pas des fonctionnalités gérées uniquement par l'homme. J'aurais tendance à dire la nature, c'est le principe d'altérité. Il y a tout ce qu'on fait, et s'il n'y a plus que ce qu'on fait, si on contrôle tout, je crois que là, même si c'était vivable, ça deviendra invivable. Ça deviendrait l'enfer. L'enfer, effectivement, à l'échelle, je crois que c'est Dante qui disait que l'enfer, c'était d'être seul. Si on devient la seule espèce qui dirige la Terre, ça devient infernal. Et donc, l'espace naturel, c'est ce qu'on laisse se développer en dehors de notre propre action. Voilà, une première réponse. Et la deuxième question, faut-il encore renforcer les mesures environnementales existantes ? Ah, là, je crois que M. Chalut a donné sa réponse. Je vais en donner une autre quand même. Faut-il encore... il y a quand même une particularité sur l'estuaire de la Loire et la Loire en général. Dans les mesures de protection, il y a ce qu'on pourrait appeler les mesures un peu molles et les mesures plus dures. C'est-à-dire la protection forte. Et les protections fortes sont peu nombreuses. C'est les parcs naturels nationaux, ce sont les réserves naturelles nationales ou régionales, depuis 2002, je crois, les régionales, et ce sont les arrêtés de biotopes. Alors, les 4 interviennent sur des espaces plus ou moins grands. Le parc naturel national doit être sur un grand espace, mais
les parcs naturels nationaux qu'on a sont sur des espaces quasiment inhabités. Et qu'on pourrait dire, effectivement, on pourrait trouver les seules natures primitives, hein, puisque c'est pratiquement le domaine au-delà de la végétation en montagne, quoi, pratiquement. À peu de choses près. Hein, les réserves naturelles nationales ou régionales sont des réserves, là, par contre, de surface beaucoup plus réduite, avec des contraintes quand même qui restent fortes, avec des plans de gestion. Et puis les arrêtés de biotopes, alors là, c'est vraiment du ponctuel. On veut protéger, et là, il n'y a aucun moyen. Alors, je dirais qu'il est demandé à la France d'avoir 2% de son territoire en réserve, en espace fort. Aujourd'hui, on est à peu près à 0,6%. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la SCAP, la stratégie. J'ai encore oublié. J'arrive pas à me la mettre en tête. C'est cette protection, mais je l'ai prévu puisque je l'oublie toujours. Stratégie de création d'aires protégées. Voilà. C'est très beau, c'est presque poétique. Hein. Mais bon, SCAP, c'est beaucoup moins poétique. Il est quand même remarquable que sur l'estuaire de la Loire, il y a beaucoup de mesures, mais aucune mesure forte. Hein. Il n'y a que des Natura 2000, parc naturel régional, mais c'est un parc naturel régional de Bruyères, mais un parc naturel, c'est plus lié c'est plus pour objectif le développement, un développement basé sur les richesses naturelles du lieu, mais c'est quand même un développement. Hein, donc, il n'y a pas de mesure forte. Bon, ceci dit, en attendant d'avoir des mesures, et faudrait, s'il y a des mesures fortes, elles seront obligatoirement, puisque c'est quand même un milieu très habité, très occupé, elles seront, à mon sens, quand même sur des surfaces qui devront être réduites, bien localisées, avec des objectifs bien précis. Par contre, ce qu'il faudrait surtout, c'est déjà bien appliquer celles qui existent. Alors, pour bien appliquer celles qui existent, je donnerai un exemple qui s'est produit il y a quelques années dans la métropole, c'est le golfe de Saint-Sébastien. Golfe de Saint-Sébastien, zone Natura 2000. Pourquoi pas? Mais quand on est dans une zone Natura 2000, la première chose qu'on fait quand on a un projet d'aménagement, c'est une étude d'incidence et voir comment ça va modifier ou mettre en péril les objectifs de la zone Natura 2000. Or là, les promoteurs du golfe se sont bien gardés de ça, et pour se garder de ça, ils se sont gardés de demander toute autorisation. Ils ont fait le golfe. Et quand on s'est aperçu que le golfe a été fait, on a effectivement, en tant qu'association, on a réagi. La réaction en face a été de dire, bah maintenant, on fait la demande. Le golfe était construit, on fait la demande, on l'obtient. La règle, c'est que nous, on attaque l'arrêté préfectoral qui autorise le golfe, après coup, mais on sait que dans ces cas-là, on a très peu de chances de gagner, on perd. Donc, c'est quand même une façon de nous mettre devant des faits accomplis. Et je dirais que bon, des exemples comme ça, sur la Loire, il y en a beaucoup. Les comblements de zones humides, il y en a pratiquement tous les jours. Et on ne voit pas, on n'a jamais réussi. On a eu des actions en justice, mais on n'a jamais réussi à obtenir quoi que ce soit de surveillance.